L'histoire de ce livre. Bon, ma foi, c'est une histoire assez particulière avec notamment Charlie Buffet, parce que c'est un peu lui qui m'a poussé à ne pas seulement écrire sur mes propres films. Il était question que je fasse un livre un peu sur mes aventures de tournage. Bon, voilà, un petit bouquin, quoi. Qui s'écrit rapidement, mais il n'y avait pas moyen que je le livre. Alors comme il n'y avait pas moyen que je le livre, à un moment donné, il m'a dit, écoute Bernard, nous on aimerait avoir un gros livre sur le cinéma de montagne. Oula, mais dans le monde entier, et de toutes les époques. Ah là, c'est plus la même histoire, c'est plus le même bouquin, c'est plus le même temps. Alors je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir. Écrire sur les grands réalisateurs, c'est quand même une responsabilité, hein, parce que des réalisateurs qui ont travaillé en montagne, Zinnemann avec 5 jours ce printemps-là, Hitchcock, La mort aux trousses, bon, Tarantino, Les 8 salopards, enfin tout ça, ça se passe en montagne, et si on se met à parler des grands réalisateurs, il faut quand même un petit peu de temps. Je vais dire, écoute, je vais réfléchir, voir si je peux te le livrer en 6 mois par exemple. Et puis en fait ça a pris 2 ans, parce qu'au début on s'est dit, un peu comme les livres de Gaston, on va faire les 100 plus beaux films de montagne. Et en définitive, c'est pas ce qu'on a fait. Il y a 500 films. Voilà, 500 films qui sont des documentaires, qui sont des fictions, et qui sont pas seulement le cinéma de montagne, mais aussi la montagne au cinéma. Alors la montagne au cinéma, ça fait quand même une différence, parce que c'est un champ qui est beaucoup plus large et qui permet précisément d'intégrer des films qui a priori ne sont pas des films de montagne, mais où la montagne a un rôle particulier. Pas forcément comme vedette principale, mais comme décor, comme ambiance, comme symbole. Voilà l'idée qui a germé progressivement, et on a pu vraiment faire un travail très intéressant, à la fois en lien avec Charlie qui connaît très bien la montagne et le cinéma de montagne, et puis avec Stéphanie Tizy qui a fait un travail formidable d'iconographie, parce que un livre comme celui-ci, il fallait les affiches des films, il fallait des photos de tournage, et véritablement elle a trouvé des merveilles et des raretés tout à fait exceptionnelles sur la montagne au cinéma. Alors, j'ai travaillé évidemment à partir des films que je connaissais d'abord. C'était déjà le plus simple. Ceux que je connaissais et ceux avec lesquels j'avais une histoire, que ce soit pour les documentaires et les fictions, de telle façon à apporter un point de vue personnel. Il ne s'agissait pas de faire un catalogue, il ne s'agissait pas simplement de faire un dictionnaire qui soit absolument neutre, il fallait un point de vue. Il fallait surtout essayer de donner envie de voir les films, donc s'engager sur les films, aussi bien positivement que négativement. Donc ce travail, je l'ai fait à partir d'interrogations des gens du milieu et du cinéma de montagne. Quel est le meilleur film de montagne que vous avez vu? Question qui n'est pas toujours facile. On s'aperçoit que dans le grand public, ce qui vient souvent, vous savez ce que c'est? Les bronzés font du ski. Et justement, je ne l'avais pas vu, et je me suis aperçu que c'était un film dont l'équipe avait une histoire absolument passionnante. C'est l'histoire du Splendide, bien entendu. Donc, la manière dont j'ai orienté les choses, c'était évidemment un travail de recherche aussi. Il faut savoir que le musée de Turin, en 2008, avait établi un catalogue qui n'était pas critique, qui n'était pas d'engagement, mais un catalogue de description. Simplement des films, un recensement des films, et déjà il y avait eu 8000 fictions en 2008 à travers le monde qui étaient tournées en montagne. Alors vous imaginez ce qu'il y a eu depuis, et moi j'ai ajouté en plus les documentaires. Donc j'ai eu largement le choix. Ce qui était le plus difficile, c'était de ne pas prendre parfois certains films. J'ai fait une sélection des films au coup de cœur, parce que au coup de cœur dans les deux sens, c'est-à-dire des films qui me mettent en colère, par exemple. Je sais pas, Cliffhanger m'a mis très en colère, ou bien des films
que je trouve extraordinaires, qui sont les grands films pour moi du cinéma de montagne, comme 5 jours ce printemps-là, dont je vous parlais tout à l'heure, de Fred Zinnemann, film exceptionnel avec Lambert Wilson. Bah, tout simplement, ce qui m'a mis en colère, c'est un peu de voir un Stallone en t-shirt qui grimpe dans la glace par un temps effroyable, qui mitraille la paroi avec une mitrailleuse à python, etc. Bon, je trouve que on se moque un peu du monde. Alors, si on le prend au deuxième degré, c'est très amusant. Mais il a été souvent pris au premier degré et je crois qu'il donne une image assez absurde de ce qu'est la pratique de l'alpinisme. L'Empire de la Passion de Nagase Oshima, l'Empire de la Passion. Mais surtout, je parle d'un film qui a été tourné au Mont Blanc. En fait, il a été tourné dans le bassin d'Argentière qui s'appelle Sex on the Mont Blanc. Et où on reconnaît évidemment le nom de personnes et surtout pas des guides de Chamonix qui ont participé au tournage. Bon, dans mes coups de cœur, bon, il y a évidemment des grands classiques qui me sont chers, je dirais, dans l'histoire du cinéma de montagne. Il y a par exemple Le Troisième Homme sur la montagne, qui est un film qui avait été produit par Walt Disney, où le co-réalisateur était Gaston Rébuffat, et qui était un film tout à fait exceptionnel, une fiction sur l'histoire de la première ascension du Cervin. Et un film pour donner des vocations d'alpinistes et donner des vocations de guides. Je pourrais prendre aussi Les Étoiles de Midi de Marcel Ichac, avec Lionel Terray, avec Jacques Artaud, avec René de Maison. Bon, c'est quand même dans les grands films de fiction entièrement tournés en montagne qui sont remarquables. Dans des films sur la montagne et sur les populations de montagne, on a par exemple les films de Fulvio Mariani qui sont remarquables, le réalisateur italien. On a aussi tous ces biopics qui ont été tournés par Gilles Chapaz, qui ont été les films comme Les Inconnus du Mont Blanc, dans les fictions de Denis Ducrot par exemple. On a aussi les films de Jean Afanassieff, où il a quand même, il nous a produit un Gary Heming, réalisé un Gary Heming qui lui ressemblait beaucoup, qui était assez remarquable. Et puis dans les grandes œuvres, on a la Palme d'Or de 1984, par exemple, La Balade de Narayama, d'Imamura, qui est un film tout à fait exceptionnel, très puissant, sur ce qu'aurait pu être la vie archaïque dans les montagnes au Moyen-Âge. Alors on a une évolution très conséquente. Ça te gêne Non. On a une évolution très conséquente au niveau du cinéma de montagne qui est due essentiellement à la légèreté des matériels, à l'apparition de la GoPro aussi, tout ce qui est caméra embarquée, tout ce qui est drone, etc. Donc on va dire que les figures de style du cinéma de montagne ont beaucoup changé. Maintenant, c'est souvent un cinéma qui n'est pas véritablement un cinéma, mais qui est plutôt un documentaire très court, des sujets qui sont envoyés sur le web essentiellement. Mais on commence à avoir des grands récits qui utilisent précisément ces caméras légères et qui se réfèrent, je dirais, à toute l'histoire du cinéma de montagne. Il y en a un, par exemple, dont je parle, qui est très récent, qu'on peut voir facilement sur Internet, c'est Zabardast, de Jérôme Tanon, avec notre ami Graziani. Et ce film-là a vraiment un parti pris, un point de vue, d'ailleurs, esthétique, j'entends. D'ailleurs, il se réfère, Jérôme Tanon, volontiers à Terrence Malick, dont il dit que les films de Terrence Malick l'ont beaucoup influencé. Donc voilà, il y a une évolution, grâce à la légèreté du matériel, vers des formes de récits qui seront certainement très riches dans les années qui viennent.
Avec le cinéma de montagne, je fais un cinéma plus calme que celui que j'ai fait il y a quelques années. Donc, les projets de cinéma de montagne que j'ai actuellement seraient plutôt pour mettre en valeur des constructions comme celui que nous avons fait ensemble, cher David, sur le nouveau refuge du Goûter, où ce qui est intéressant, c'est effectivement de montrer comment les nouvelles technologies permettent de bâtir un prototype de refuge, par exemple, qui va être soucieux évidemment de l'accueil, mais de toutes les questions écologiques, avec des systèmes, on va dire, de production de l'énergie et d'assainissement qu'on n'a pas connu jusque-là. Donc là, il y a quelque chose de passionnant sur le plan technologique, et c'est une véritable aventure humaine aussi à la fois pour les architectes, pour les artisans, pour tous ceux qui travaillent dans le monde de la montagne. Donc voilà, il y a un projet par exemple sur la Brèche de Roland, mais qui a beaucoup de mal à aboutir parce que la montagne est parfois sévère, l'avalanche qui ne s'était jamais produite vient de se produire. Sur la couverture, on a beaucoup hésité en fait, entre deux couvertures notamment. Une où c'était Lionel Terray avec Jacques Ertaud dans Les Étoiles de Midi, qui était une photo prise dans la Vallée Blanche, superbe, photo noir et blanc. Et puis celle de La Mort aux trousses, le film d'Alfred Hitchcock. Et finalement, on a pris cette photo qui est faite sur le mont Rushmore, reconstitué à Hollywood, parce que c'était un merveilleux clin d'œil. Dans les films d'Hitchcock, à chaque fois qu'il aborde la question de la montagne, ce qui est intéressant, c'est que c'est la montagne qui décide de l'issue du film, en définitive. C'est la montagne qui porte le jugement dernier. Et évidemment, dans le mont Rushmore, on sait que ce sont les espions, les méchants, qui vont tomber dans le vide, alors que Cary Grant va réussir avec Ève Sainte-Marie à tenir bon dans le mont Rushmore. Et puis alors, il y a une anecdote qui est extraordinaire, c'est que dans le scénario, Hitchcock avait écrit que Cary Grant se cachait dans la narine de Lincoln, puisque vous savez que le mont Rushmore, c'est là évidemment qu'il y a les présidents des États-Unis qui ont été sculptés dans la pierre. Et il se cachait dans la narine de Lincoln, et au moment où les espions arrivaient pour le prendre, il éternuait dans la narine de Lincoln, et c'est comme ça qu'il était repéré. Quand la commission du cinéma des États-Unis a lu le scénario, ils ont trouvé que vraiment ce monument national, c'était une manière de le désacraliser avec cet éternuement. Et ils n'ont plus voulu qu'il tourne, ils lui ont supprimé son autorisation de tournage sur le mont Rushmore. Heureusement, il avait déjà tourné tous les plans larges, il a fait reconstituer un mont Rushmore de plus de 40 mètres de hauteur, dans lequel il a pu tourner tous les gros plans, évidemment, avec la malice que l'on connaît chez Hitchcock. Les canons de Navarone, on sait dire des fois quel est l'engagement des réalisateurs, quoi, où quand ils sont au tournage, on perd parfois le sens des réalités. Et il y en a qui le perdent totalement, tellement ils sont investis dans leur film. Alors pour les canons de Navarone, par exemple, qui est un film très grand film d'aventure, hein, c'est évidemment une opération de la résistance où il faut aller grimper sur une colline au sommet de laquelle il y a les canons de Navarone qui empêchent les bateaux alliés de passer au loin, et il faut absolument dynamiter cette base nazie. Voilà. Alors, l'armée grecque avait prêté un matériel exceptionnel, et toute une flotte de bateaux militaires avait été prêtée pour le tournage. C'était un accord particulier entre Lee Thompson et la production et l'armée grecque. Et ils ont fait tant et si bien
que lorsque les artificiers du film, que lorsqu'ils ont tourné une partie de la bataille au large, ils ont coulé le principal patrouilleur de l'armée grecque. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les moyens qui ont été mis à leur disposition ont considérablement diminué. Fallait le faire quand même. Couler un patrouilleur au cours d'un tournage, c'est un peu exceptionnel, surtout le plus beau patrouilleur de l'armée grecque. Oui, alors ce qui a orienté en grande partie mes choix, c'était le fait que je tenais absolument d'abord à revoir les films. Dans ma technique d'écriture, c'était toujours revoir le film, faire des recherches sur le film et passer ensuite à l'écriture. Et par ailleurs, je tenais beaucoup à ce que ce soit des films que le public, que les lecteurs puissent facilement retrouver. Parce que quand on est lecteur d'un dictionnaire de la montagne au cinéma, on a envie forcément de devenir spectateur. Passer de lecteur à spectateur, ça veut dire qu'on peut trouver les films. Alors il y a un grand nombre de films qu'on peut trouver dans les cinémathèques. J'ai par exemple, et sur les sites des cinémathèques, donc j'ai fait une annexe dans laquelle il y a notamment toutes les cinémathèques de montagne où on peut voir la manière dont on peut retrouver les films. Il y a un index à la fin qui nous donne par nom de réalisateur, par lieu de tournage, par comédien, par nom propre. Donc, grâce à ce système de recherche, on peut assez facilement savoir où on peut effectivement retrouver les films. Et j'ai éliminé les films qui étaient devenus introuvables. Parce que je pense que voilà, parler d'un film que personne ne peut voir, ça a beaucoup moins de sens que le film auquel on va pouvoir très vite accéder, quoi.